Alors Martin, il y a un nouvel acronyme qui est arrivé dans le monde du travail, un acronyme anglicisme, tout ce que j'aime, le Chief Happiness Officer. Le show. Alors, le Chief Happiness Officer, c'est pas un représentant du personnel. C'est pas un gentil organisateur de parties de baby-foot entre midi et deux, mais c'est réellement quelqu'un d'attaché à la fonction RH qui a une fonction précise. Qu'est-ce que le Chief Happiness Officer ? Alors, le Chief Happiness Officer, c'est celui qui est responsable, comme on dit, du bonheur au travail. Alors, pour être franc avec toi, mon cher Jacques, je te dirais très tranquillement que cette expression de bonheur au travail me hérisse le poil. C'est à la fois d'une daube managériale et représentative des dérives de ce que j'appelle le bonheurisme. On veut mettre du bonheur partout. Or, le bonheur, c'est pas un processus, c'est pas quelque chose dont on s'occupe dans l'entreprise, c'est un état. Et le bonheur, c'est un état, il est personnel, il est contextuel, il est paradoxal et surtout il est provisoire. On n'est jamais heureux tout le temps, hein, ça varie. Donc le bonheur n'est pas pour moi une affaire d'entreprise, c'est une affaire de personnes, d'individus. Certes, on peut peut-être construire une partie de son bonheur au travail, mais le bonheur est avant tout dans la famille, dans les amis, dans les relations personnelles, même si le travail peut y contribuer. Je te donne un chiffre qui est sorti d'une enquête faite par JobLift en 2016. 40% des CHO en France sont CHO sous convention de stage. Donc aujourd'hui, le CHO, c'est essentiellement la personne qui va organiser les pique-niques d'entreprise et qui éventuellement fera la vaisselle après le repas partagé. On peut parler de qualité de vie au travail, on peut parler de bien-être au travail, ça c'est cohérent, mais bonheur au travail, effectivement, on se pose la question. Voilà, effectivement, qualité de vie au travail et bien-être au travail, là ça me va. Hein, ce n'est pas la question du bonheur, c'est vraiment la question du bien-être, parce que qu'est-ce qu'ils demandent les salariés ? Les salariés, quand on regarde les enquêtes qui permettent aux salariés de dire quels sont pour eux les facteurs de bien-être au travail, eh bien ils mettent tout en haut de la liste le respect, donc être respecté par ses clients, par ses responsables hiérarchiques, par ses collègues, les conditions de travail, donc la qualité des conditions de travail, la reconnaissance, la sécurité, les relations de qualité, et puis enfin la thématique qui monte très fort depuis quelques années, la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. C'est ça les composantes du bien-être au travail. Ce n'est pas le ping-pong, le toboggan, la permaculture et les massages. D'ailleurs, tu remarqueras une chose qui est très intéressante, c'est que toutes ces approches de type bonheurisme, bonheur au travail, le ping-pong et le reste, c'est des approches qui consistent à prendre les gens qui sont au travail et à les sortir du travail. Donc ça montre bien que dans ces entreprises-là, le travail est toxique et que pour que les gens aillent mieux, il faut les sortir du travail. Alors que la vraie bonne approche, là où d'ailleurs les relations professionnelles jouent, là où on a besoin de syndicats et de représentants du personnel, c'est pas de sortir les gens de leur travail pour les rendre heureux, c'est d'améliorer le travail pour que les gens soient en état de bien-être lorsqu'ils travaillent. Oui, qu'ils soient dans de bonnes conditions pour être productifs, pour fatiguer moins vite et pour être plus opérationnel. Absolument. Et ça, c'est pas un chef scout qui va le faire. C'est pas un chef scout et c'est pas non plus la grande mythologie de l'entreprise libérée. Le modèle de l'entreprise libérée, dont on nous rabat les oreilles, il a des points positifs. Hein. C'est très bien de développer l'autonomie des gens, c'est très bien d'alléger les contrôles, de rendre les gens responsables. Bien sûr, je suis pour. Mais dans beaucoup d'entreprises libérées, on utilise cette approche pour établir un contact direct entre le dirigeant de l'entreprise et les salariés. Et on élimine tous les corps intermédiaires de l'entreprise. Donc il n'y a plus de syndicalistes, il n'y a plus de RH, parce que ça ne sert à rien, la RH, il n'y a plus de managers. Bref, tous les corps intermédiaires qui font de la régulation sociale, on les élimine pour aller dans un modèle que moi j'appelle le populisme d'entreprise, où on a la relation directe entre le leader libérateur et les salariés. Et ça, c'est souvent ces dirigeants-là, ceux qui veulent cette relation directe, qui prétendent faire le bonheur des gens à leur place, c'est-à-dire qui décident tout seuls de ce qui est bon pour la communauté de travail. Oui, donc le Chief Happiness Officer, on peut suggérer aux directions des ressources humaines de s'en passer, de les remplacer par des institutions représentatives du personnel bien formées. Voilà, à la fois par institutions représentatives du personnel, et notamment les comités santé-sécurité qui remplacent les CHSCT dans la nouvelle configuration des IRP. Donc ça, c'est absolument majeur, mais également la médecine du travail. Et puis enfin, le management, parce que le premier acteur de la santé au travail, c'est le manager de proximité, mais il n'a pas toujours les moyens de l'être. Et donc, il faut de la formation et parfois de la réorganisation pour leur donner le pouvoir et les marges de manœuvre qui leur permettent d'être en appui professionnel. Alors, de leurs collaborateurs. Conseils pour avoir une direction de ressources humaines heureuse sans responsable du bonheur au travail?
Alors donc, le premier conseil, on l'a abordé déjà, c'est de remettre la focale sur le bien-être au travail et sur la qualité de vie au travail. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et là, ne sous-estimons pas la tâche, hein, parce que embaucher un CHO sous contrat de stage, c'est facile, ça coûte pas cher et ça va vite. Mais affronter la vraie problématique du travail, là, c'est plus complexe et ça demande plus de temps. Je te donne juste un chiffre qui montre l'ampleur du problème, hein, un chiffre qui résulte de la dernière enquête annuelle faite par ADP, qui s'appelle ADP Workforce. On a aujourd'hui 2/3 des salariés en France, donc 66% des salariés pensent que leur employeur ne s'intéresse pas vraiment à leur bien-être. Donc tu vois qu'il y a du chemin à faire, il y a du travail. Donc ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième conseil, c'est s'attaquer à la prévention primaire. Tout ce qu'on a vu, le ping-pong, le toboggan et le reste, c'est des choses périphériques où on contourne le travail. Il faut aller dans la prévention primaire, c'est-à-dire s'affronter au travail lui-même, ne pas chercher à le contourner. Donc la prévention primaire, c'est s'occuper des causes et pas juste des symptômes ou des manifestations. On va aux racines des causes du mal-être au travail. Donc ça veut dire tenir compte des impacts humains des réorganisations, des transformations de l'entreprise. Ça veut dire bien travailler avec la commission santé-sécurité. Ça veut dire mettre en place des groupes d'expression sur le travail dans lesquels chacun peut parler librement de ce qui va et ce qui ne va pas dans le travail. Bref, ça veut dire beaucoup de choses très concrètes et qui prennent du temps. Eh bien, merci beaucoup, Martin. Mais je t'en prie, Jacques, à bientôt. À bientôt.